Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'elle est longue cette campagne? Ah non, ça fait que 10 jours. Ouh là là. Alors, on va commencer parce que le sujet va être assez long aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que la gauche est enfin unie, rabibochée, après la NUPS, le Front Populaire, une version encore élargie, qui intègre le PS. Il y avait déjà EELV, je crois, dans la NUPS. Et là, on a les reliquats du PS, Place Publique et compagnie, qui ont été forcés de rejoindre le mouvement. On va voir un peu ce qui s'est passé, c'est très drôle. Tout était pourtant bien parti pour notre ami Glucksmann. Il avait fait 14% aux élections européennes, il talonnait la majorité. D'ailleurs, je pense que Macron a vraiment eu le seum. On va en parler un peu plus loin. Mais donc, il pensait créer un nouveau bloc à gauche, tout beau, tout neuf. Le nouveau bloc social-démocrate qui ressortait de derrière les fagots. Et finalement, Ruffin, au soir des élections présidentielles, au moment où Macron annonce la dissolution, il lance un grand appel pour faire un front populaire. Il lance le mot fonctionne, les partis commencent à se mettre en branle, et le pauvre Glucksmann voit se faire ça, sans lui. Et il regarde cette gauche qui a un peu pris une petite tôle aux élections européennes. Les scores sont jamais très élevés pour la France insoumise. Pour EELV, d'habitude, s'en sortait mieux que ça. Mais voilà, il sortait grand gagnant des européennes et il se fait voler sa victoire. Et il va essayer, comme ça, de fixer des conditions pour le ralliement à gauche. On va voir ce que ça donne. Eh bien, il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà. Voilà, là, il pose ses couilles sur la table. On fait pas la NUPES, c'est pas vous qui décidez. Il y a une inversion des rapports de force. Je suis en tête. Voilà. Comme un gamin. Je suis le délégué de classe, vous devez m'obéir. Les conditions, elles doivent être remplies. D'abord, un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique et, enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. Des insultes, des fake news, des calomnies. Et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait pas ça. Est-ce que cela exclut la France insoumise? Eh bien, ce que cela pose, c'est simplement qu'il y a des conditions. Qu'il y a des conditions. Que moi, je suis le garant d'un cap. Je l'ai promis aux 3 500 000 électrices et électeurs qui sont portés sur notre liste. Et comment ce cap ne changera pas. Comment ces conditions sont reçues par la France insoumise, alors? Eh bien, nous verrons. Mais la vérité, c'est que ces conditions, je n'en changerai pas. Je me suis engagé en politique pour des convictions. Je ne dévierai pas. Notre mission, maintenant, c'est de faire en sorte que le Rassemblement national perde. Pourquoi il doit perdre? Parce qu'une France contrôlée par le Rassemblement national, c'est l'érosion de la démocratie, c'est l'érosion de l'état de droit, c'est le détricotage de l'Union européenne, c'est en pleine guerre. Ah, si seulement. En Europe, le choix de soutenir Poutine et non plus l'Ukraine. Justement, si vous estimez que l'heure est si grave, est-ce que vous ne prenez pas un risque de division de la gauche en posant des conditions qui ont l'air, malgré tout, de vouloir exclure LFI? Il faut un cap clair. Si vous voulez vaincre le Front National, le Rassemblement National, vous avez besoin d'un cap clair. Et je ne ferai pas de politique sans cap clair. Je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aller soutenir tous les candidats qui seront face à des candidats du Rassemblement national et tous les candidats qui auront adhéré à ces 5 points, qui sont des 5 points basiques de respect de la démocratie. Si on lutte contre le Rassemblement national, c'est précisément pour respecter la démocratie. Vous ne vous contentez plus de l'Europe? Vous vous occupez des affaires nationales? Mais je ne peux pas prendre le Thalys quand il y a la menace du Rassemblement national qui pèse sur nous. Donc, il y a une urgence absolue. Mais je ne fais pas ça pour être Premier ministre. Vous ne serez pas... Justement, c'était la question suivante. Est-ce que vous pourriez être Premier ministre en cas de victoire de la gauche? Je ne fais pas ça pour être Premier ministre. Par contre, moi, je pense que les accords d'appareil ne suffiront pas, que les politiques ont largement échoué. Et donc, j'ai une idée, si vous voulez. Et je vous la donne à vous. J'ai l'impression que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Ah, ce sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis tout de suite. Ce sera qui? Et donc, moi, je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Et moi, je pense à Laurent Berger. Tout ça pour nous fourguer à la fin. Laurent Berger. Bon, il a les boules. Il voulait en fait que toute la gauche s'allie autour de lui, après les élections européennes, qu'il tienne les rênes de la boutique, que Place Publique devienne le parti majoritaire à gauche, le nouveau centre de la gauche, autour duquel la politique gravitera. Et il se fait niquer en quelques minutes par la dissolution.
et ce rassemblement des partis de gauche dans le Front populaire, et il essaye comme ça de peser un petit peu dans le paysage à gauche, en fixant 2-3 caps de type sociodémocrate, donc soutien indéfectible à la construction européenne, à l'Ukraine, rejet de la réforme des retraites, de l'assurance chômage et de la loi d'immigration, ça c'est pour paraître de gauche, accélération de la transition écologique qui n'est qu'un déversement de subventions sur des entreprises qui ne veulent pas travailler, et enfin rejet de la brutalisation de la vie politique parce qu'on lui a vraiment parlé méchamment, des insultes antisémites, il a dû en recevoir quelques-unes pendant la campagne. Voilà donc ce que c'est que Glucksmann, ce grand patriote dont la priorité c'est la construction européenne, ensuite c'est l'Ukraine. Voilà. Et à la fin, tout ça va finir avec Laurent Berger, président de la CFDT, qui n'est pas autre chose qu'un parti, un syndicat jaune, toujours prêt à négocier le poids des chaînes avec le patronat. Et il veut recréer cette gauche social-démocrate, très rose saumon, favorable à la mondialisation, à l'Union européenne, à l'euro, qui considère que ce cadre-là ne peut pas être remis en question, et donc qu'on va faire du social, mais dans le cadre de tout un tas de politiques assez antisociales, et voilà, se donner des grandes postures de socialistes, en donnant des petites miettes dans le cadre de la mondialisation ultralibérale. Et tout le reste, c'est de l'extrémisme, c'est des outrances, c'est des excès, bref. Glucksmann, donc le 11 juin, le lendemain donc, de cette petite annonce, aux 20h, Glucksmann annonce qu'il dit non au Front populaire et aux conditions de la LFI, il n'y a pas d'accord. Il refuse l'accord en premier lieu. Avant d'aller plus loin, il y a cette petite phrase qui m'a fait marrer parce qu'ils sont tous en discussion dans les partis de gauche. Ça a été un peu la foire d'empoigne, la grande tambouille. Et donc il y a cette phrase que je crois que c'est de Mathilde Panot, je sais plus qui a dit ça. On ne répare pas tout en quelques heures d'un trait de plume après s'être battu comme des chiffonniers. Pour faire un pas de fourmi, il faut parfois des années de discussion et de confiance. Ça, je trouve ça intéressant d'entendre des responsables politiques dire qu'entre eux, pour faire un pas de fourmi, il faut des années de confiance et de discussion, mais du jour au lendemain, il va falloir voter pour eux. Ah oui, nous, on doit leur faire confiance aux élections. Ils se font pas confiance entre eux, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc apparemment, Place Publique a envoyé Aurore Lacqueuc au casse-pipe, fameuse députée européenne. Tous ces gens sont députés européens. Glucksmann, Aurore Lacqueuc, ils sont élus. Ils sont censés siéger au Parlement européen, ils sont payés 15 000 balles par mois, même s'ils y vont pas. Donc là, ils sont payés pour représenter la France au Parlement, ils y foutent pas les pieds, ils sont tous en campagne. Pareil pour Aubry et compagnie. Donc la campagne des européennes a laissé des séquelles. Pour Glucksmann, il est aujourd'hui inconcevable de s'allier avec des insoumis dont il dénonce les outrances et les invectives et réprouve les positions en matière internationale. En vérité, l'eurodéputée Aurore Lacqueuc, la négociatrice missionnée par Place Publique, est tombée dans un piège hier en fin de journée. Elle a eu le sentiment d'être lâchée en race campagne par les apparatchiks du PS, parce qu'il faut savoir que PS et Place Publique se sont alliés pour les européennes, et Place Publique espérait prendre le dessus sur le PS. Place Publique étant le parti de Glucksmann. Et on va voir qu'ils vont se faire phagocyter par le PS qui lui-même, pouf, finit dans le Front populaire. Donc le PS, voilà, de retour aux affaires après avoir laissé les mains libres à leurs candidats aux européennes pour fustiger les méthodes de Mélenchon. Aurore n'aurait jamais dû être seule à représenter Place Publique, elle s'est retrouvée dans une situation intenable. En quelques minutes, elle a vu le capital politique de Raphaël partir en fumée. Tout juste 24 heures après avoir réalisé un score de 14%, la tête de liste PS Place Publique voit lui échapper ce cap clair dont il espérait être le garant et le gardien. Donc c'est Olivier Faure qui a été à la manœuvre avec un chantage on ne peut plus simple. Quiconque fait échec à l'Union sera tenu pour responsable de l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Voilà, terminé. Glucksmann s'est retrouvé tiraillé entre deux blocs. Soit il rejoint les macronistes, et il y a d'ailleurs eu des appels de pied, on va voir ça, soit il rejoint le Front populaire malgré tous les problèmes et les dissensions qu'il peut y avoir, parce que si jamais il présente ses propres candidats, il piquera un peu des voix à Macron, un peu des voix au Front populaire, et il fera baisser ces deux blocs face à un bloc Renaissance, enfin Front national, Renoncement national, pardon, qui lui est beaucoup plus unitaire et favori dans les urnes en plus. Alors on a bien senti qu'il y avait du flottement, donc ils ont signé un texte pour la forme. Place Publique a signé un texte comme quoi la totalité des partis de gauche ferait le maximum pour lutter contre l'extrême droite, mais ce n'est pas aux dépens de nos principes fondamentaux. On a posé des conditions, s'ils ne sont pas d'accord, on ne fera pas ce truc. Donc Glucksmann essaye de tenir sa ligne et d'imposer au Front populaire le soutien à l'Union européenne, à la résistance ukrainienne, etc. Au 11 juin, apparemment, il n'y a pas d'accord. Seulement, il va y avoir quelques évolutions dans les jours suivants.
justement à cause du poids du chantage. Finalement, la seule chose à faire, c'est l'union de la gauche face à la montée du renoncement national, pour pas non plus rallier le bloc centriste qui n'a pas vraiment d'avenir, quoi. Puisque Glucksmann veut essayer de se construire son image propre, il peut pas passer pour la voiture balai de Macron. En 2027, ça lui sera reproché s'il se présente à l'élection présidentielle. Il n'a pas d'autre choix que de se rallier au Front populaire, d'essayer de tirer la politique de ce machin vers la social-démocratie et vers sa ligne à lui, et puis d'essayer de choper le maximum de postes, et après on verra bien où ça va finir, parce que quand on voit la gueule des candidats, il n'est pas dit que tout ça dure très longtemps. Voilà, l'union de la gauche est la seule manière d'empêcher la victoire du renoncement national aux législatives, validant ainsi le nouveau Front populaire malgré les désaccords avec la France insoumise. Disant comprendre que ceux qui ont voté pour lui aux européennes puissent se sentir trahis, il a assuré avoir obtenu des engagements extrêmement clairs sur l'Ukraine et l'Europe et le conflit israélo-palestinien. On verra quand on analysera le programme ce qu'il en est. Et effectivement, il y a eu quelques petits ajustements. Alors les électeurs sont un petit peu tendus de Raphaël Glucksmann. Par exemple, Raphaël Enthoven, qui dit « Si vous êtes cocu, dites-vous qu'il y a pire, vous pourriez être un électeur de Glucksmann ». Voilà, le fameux bloc social-démocrate absorbé très vite par l'extrême gauche. Le rose saumon a été matiné de rouge assez rapidement. Et donc il pleurniche. Voilà, là on est au 14 juin, tout lui est passé sous le nez. Il est maintenant phagocyté par le PS et par le Front populaire. Et donc il va pleurnicher dans les médias. Ça c'est un grand moment. Ça, c'est du niveau de Pécresse qui réclamait de l'argent à la présidentielle. J'aurais voulu, moi, construire un pôle social-démocrate sur la base de notre succès aux européennes. Avoir enfin cette gauche humaniste pro-européenne qui s'affirme sans la moindre compromission. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce qu'il Vous n'avez pas été assez rapide? Tout cassé. Cet homme a tout cassé. Il m'a cassé les Thunderbolts. Ça devait arriver, voilà, non mais ça c'est... C'est lui qui a commencé. Il m'a cassé les Thunderbolts. Allez, attendez, on se calme. Parce qu'il Vous n'avez pas été assez rapide? Tout cassé. Cet homme a tout cassé. Vous n'avez pas été assez rapide et vous n'avez pas réussi à prendre le leadership sur la gauche? La seule chose là qui importe pour moi, à mes yeux, je vais pas arriver vers vous en chantant victoire. Ce que je vais vous dire, c'est que la seule chose qui importe à mes yeux, c'est que le Rassemblement national ne gagne pas ces élections législatives et ne gouverne pas ce pays. C'est ça qui m'importe. Et la seule manière de faire, c'est qu'il y ait une union de la gauche, c'est qu'il y ait un rassemblement. C'est notre responsabilité historique. Et c'est ça qui m'a guidé pendant tous ces jours. Mais moi, ce que je veux, ce que je voulais, ce que j'ai dit dans ma seule intervention, c'est que ce rassemblement ne pouvait pas se faire sans certaines clarifications et certaines lignes rouges. Et c'est à ça que je me suis attelé pendant ces derniers jours. Le mec a 20 ans de retard, littéralement. Il en est encore à vouloir nous vendre une gauche social-démocrate pro-européenne et qui va peut-être aussi nous vendre l'Europe sociale pendant qu'on y est. Hein, encore une fois, on va bien rigoler. La mondialisation sociale, on va intégrer des clauses sociales et environnementales dans les accords de libre-échange. Oui, bien sûr, allez. Et le type, il est encore avec ses conneries. Fallait venir il y a 20 ans. Pareil, le barrage au Front National, qui va s'attaquer à l'état de droit, qui va démanteler l'Union européenne. Il l'a vu un peu, le programme du Front National? Enfin, du renoncement national, justement. C'est terminé, ça. Il vit dans un autre monde, le mec. Et il n'y a pas d'électorat pour ce qu'il propose. Je veux dire, le PS a disparu pour une bonne raison. Je sais pas, il faut sortir des villes, il faut dépasser le périph'. Hein. Il y a 0 électorat pour un mec comme toi. On verra d'ailleurs, dans le sujet suivant sur la disparition du macronisme, comment le bloc central pro-européen, qu'il soit de gauche ou de droite, a disparu. Les LR, PS, Modem, tout ça est en train de foutre le camp. Et on voit une tripartisation de la politique qui pourrait d'ailleurs redevenir une bipartisation avec un bloc à gauche et à droite, mais cette fois dont le maillon central, c'est les extrêmes. C'est plus les modérés pro-Europe. C'est fini, ça. Donc il continue à chialer. Voilà, là, c'était hier. Moi, je fais pas semblant. Oui, c'est difficile. Oui, la situation politique du pays est extrêmement périlleuse. Il a le méga seum. Oui, chacun a dû se poser des questions profondes, intimes, de manière
personnelle et de manière collective. Maintenant, l'enjeu, il est extrêmement simple. On doit faire barrage au Rassemblement national. Ça veut dire une chose très simple. On a des candidatures uniques au premier tour et ensuite au deuxième tour, on soutient un front républicain, c'est-à-dire qu'on vote pour les candidates et les candidats qui sont opposés au Rassemblement national et qui peuvent empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité. Le mec, il finit, il se croit en 2002 avec son front républicain. Il n'a rien à proposer aux législatives à part de dire que les autres sont très méchants et qu'il va falloir occuper des sièges à leur place. Mais pourquoi faire en fait? Pour rien faire. Moi, c'est ma ligne. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir jusqu'au 7 juillet pour éviter le basculement dans le pire. Et je dois répéter ici que rien n'obligeait à mettre la France dans cet état. Rien sinon l'orgueil blessé du président de la République qui a pris une décision insensée. C'était Emmanuel Todd, en avril 2023 déjà, qui expliquait que le sauvetage de la démocratie passe par un accord à durée limitée entre un électorat RN et NUPS, ce qui n'est pas faux, mais pas non plus faisable à mon avis. Selon l'intellectuel, le rapport d'Emmanuel Macron en français fait penser à celui d'un enfant excité qui teste les limites avec un adulte et attend de celui-ci qu'il l'arrête. Pourquoi Macron entretiendrait-il un désordre? Donc là, c'était dans le contexte de la réforme des retraites. Ce qui m'étonne le plus, moi, c'est que c'est un désordre qui ne sert à rien. En général, quand on gouverne par le désordre pour faire se lever le parti de l'ordre, c'est qu'on veut consolider un pouvoir fragile ou bien reprendre le pouvoir. Mais Macron avait le pouvoir. Macron est un néolibéral archaïque et donc en grand état de déficit cognitif. Voilà. Donc, effectivement, Macron a dû se sentir blessé, vexé, non seulement de ne pas arriver en tête aux élections européennes, comme ça avait été le cas lors des précédentes, mais en plus, le RN fait le double de son score, et il est à la limite de se retrouver en 3e position derrière Glucksmann. Glucksmann qui avait eu quand même les faveurs des médias, comme étant cet air frais qui fait trembler la Macronie, il y avait des articles comme ça, qui est ce nouveau candidat de centre-gauche tout à fait sympathique, qui va pouvoir être un nouveau Macron finalement. Et donc il était frustré, le pauvre Macron, de se faire recaler de cette manière, et donc petite grenade dégoupillée dans les jambes des gens, et on va obliger Glucksmann finalement à se soumettre. Glucksmann n'a plus le choix, soit il rejoint le camp de Macron, et donc il passe pour un macroniste, et en 2027 il aura l'étiquette macroniste. Et lui, justement, il veut créer une alternative social-démocrate, refaire vivre cette gauche molle saumon qui est cuite depuis 10 ans, mais c'est pas grave, il n'y a plus d'électorat, mais c'est pas grave. Comme il veut garder son indépendance, il va pas rejoindre Macron, mais il est obligé de rejoindre le Front Populaire, et c'est pas tellement mieux pour lui comme on va le voir. Donc il y a des appels du pied de Macron qui, quand on commence, comme on l'avait vu dans sa conférence de presse d'ailleurs, il en a fait qu'une, hein, il devait se pointer tous les 2 jours, 3 fois par semaine, Macron devait venir s'exprimer auprès des Français, ça n'a pas tenu ça non plus. Hein. On lui a dit c'est quand même pas une bonne idée, reste dans ton coin, laisse ça aux grands. Donc le chef d'État appelle à une clarification, main tendue aux électeurs de Glucksmann, et à Glucksmann lui-même d'ailleurs. Comment les électeurs qui ont par exemple suivi M. Glucksmann aux élections européennes peuvent-ils soutenir une alliance qui donne 300 circonscriptions à la France insoumise? Finalement ce sera moins que ça. Saluant au passage la campagne du candidat qu'il estime vraiment respectable, digne, avec beaucoup d'idées fortes. Oh oui, le soutien à l'Ukraine et à la construction européenne, ça c'est novateur, ça c'est des idées fortes. On n'en avait jamais entendu parler. Comment peuvent-ils soutenir une alliance qui, par définition, si elle devait l'emporter, proposerait Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Il appelle les responsables de la majorité à avoir le courage de ne pas présenter de candidats face à ceux de la gauche social-démocrate et écolo dès le premier tour, si ces derniers refusent de s'allier avec la LFI. On va voir qu'il y a certains candidats, effectivement étiquetés Front Populaire, qui n'ont pas de candidat Renaissance en face d'eux. Apparemment, ils ont peut-être refusé de s'allier par la suite avec LFI. On verra ce qu'il en est. Donc cette tentative de Macron de créer un sursaut du parti de l'ordre, après avoir créé le désordre, a formidablement capoté. Hein. Les LR se sont dispersés façon puzzle entre le RN et rien, apparemment. Même s'il y en a qui sont soutenus des candidats LR, j'ai vu des candidats qui sont soutenus par le parti Renaissance, et qui rejoindront sans doute le bloc de la majorité. Et puis le bloc Glucksmann qu'il espérait aspirer, avec peut-être ELV, avec peut-être... Ben non, finalement, ils viennent pas. Donc il se retrouve un petit peu tout seul comme un glandu, et ça ce sera le sujet d'autres vidéos. Alors il y a d'autres appels du pied, ici dans la presse. Amis social-démocrates, comment peux-tu?
Comment peux-tu faire l'accord avec le Front populaire ? L'accord conclu par la NUPS version 2 est en réalité le programme de la France Insoumise, présenté sous les traits d'un front qui n'a de populaire que le nom. En 2022, le coût du programme de la NUPS était évalué à plus de 300 milliards d'euros. Nous y sommes, mêlant démagogie et inconséquence. Comment peux-tu, ami social-démocrate, soutenir le programme de rupture ? Un programme de rupture avec l'Union européenne ? Non. Quand il est proposé de ne pas respecter les traités et pactes budgétaires, alors oui, ça c'est vrai que c'est dedans, un Frexit en puissance et une rupture avec le projet européen, blablabla, blablabla, ouin, il fallait rejoindre Macron, et donc on te met Jean-Yves Le Drian, figure du Parti Socialiste il y a quelques années, qui a été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères pendant tout le mandat de Hollande et le premier mandat de Macron, hein, si je ne me trompe pas. Et ensuite, tu n'as que des macronistes, Olivier Dussopt, François Patriat, Richard Ferrand, François Rebsamen, De Rugy, etc. Et bien sûr, Agnès Pannier-Runacher, qui nous explique que les sociodémocrates qui votent pour le Front populaire sont un peu des connards et qui pourraient quand même continuer à voter pour En Marche. Alors nous y voilà, les principaux partis de gauche, dont les écolos, la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, Place Publique, Génération... annonce des candidatures uniques dans chaque circonscription au premier tour des législatives anticipées, parce qu'ils savent très bien que s'ils se tirent des balles dans le pied, il y aura 500 députés du renoncement national à l'Assemblée. Les éditorialistes des chaînes en continu fulminent. Et effectivement, les pauvres étaient en PLS. On va en écouter quelques-uns, la Caisse de Greffe qui fait souvent des compilations très intéressantes. Des candidatures uniques dans chaque circonscription au premier tour. C'est l'info de cette fin de soirée là à 22h36, ça vient juste de tomber. Moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. On se demandait franchement s'il pouvait y avoir une union, on se dirait que ça prendrait beaucoup de temps, qu'il y aurait énormément de tractations parce que la situation en effet elle est très complexe. En 2 heures ils se sont mis d'accord, c'est... Franchement, je tombe de ma chaise. C'est la NUPES, c'est-à-dire que rien n'a changé. Incroyable. On revient à ce qu'on a fait en 2022. C'est extrêmement choquant. C'est complètement ahurissant. C'est vrai que c'est très choquant. Il donnerait tout pour... C'est choquant, il donne tout pour un plat de lentilles. C'est une alliance électorale de façade. On va voir un peu sur LCI, ça braillait. Un accord électoral vraiment prêt, mais à passer leurs valeurs par pertes et profits. C'est un accord d'appareil, et on verra si les électeurs sont d'accord. Ils sont prêts à avaler des couleurs. Alors il se trouve que c'est les électeurs qui ont poussé justement et qui ont forcé quelque part tous ces partis à s'assembler. Mais bon. Donc on voit ici les représentants soit de la droite, soit du Macronistan qui sont ravagés par l'annonce du Front populaire, de cette alliance à gauche. Il faut dire que l'existence de cette alliance remet en cause l'existence du bloc central. Hein. Ça, on y verra à la fin, donc, enfin dans un autre sujet. Et ils savent très bien que le Macronistan risque de se faire concasser entre deux blocs qui jusque-là étaient divisés, restent divisés, mais sont tellement majoritaires qu'ils vont peut-être vaporiser le Macronistan. Bref, et donc tous ces éditocrates ont soit voté, à mon avis, pour En Marche ou pour Glucksmann aux européennes, qui a fait des très bons scores en ville. Ils sont totalement opposés à l'idée qu'il y ait une union de la gauche et qui, effectivement, est purement électoraliste, comme on va le voir, mais va maximiser le nombre de postes de députés que ce bord politique va pouvoir obtenir. Et c'est le seul objectif d'ailleurs. Alors, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur l'idée de l'union, il faut se mettre d'accord sur les postes, le partage des circonscriptions, celles qui sont gagnables, pas gagnables, où c'est qu'on met qui. Donc, au 3e jour des discussions, ils ont été vite quand même. Donc, c'est 200, le détail est un peu plus bas. 230 circos pour la LFI, 170 circonscriptions pour Gabriel Faure et donc avec Glucksmann. Glucksmann dont le score profite finalement au PS. Donc 175 pour le PS, 92 pour EELV et 50 pour le PCF. Voilà. Et ce qu'on apprend ici, c'est que le principe de la reconduction des 151 députés sortants de l'ex-NUPS a permis d'apaiser les esprits. Une fois de plus, nos chers élus se sentent propriétaires de leur poste. Et les députés sortants considèrent qu'il est tout à fait naturel qu'ils soient reconduits, réinvestis par nature, parce qu'ils sont sortants, ils ont un droit à l'investiture et à garder leur poste. Donc voilà, les 151, ils sont reconduits par principe, parce qu'ils étaient là. Voilà. Alors il faut savoir que le Front populaire est encore élargi, en plus d'inclure le PS, Génération, c'est tout le tintouin. Vous avez la CGT qui ont appelé dès le début à voter pour le Front populaire, non seulement
Ils ont appelé à la création de ce front, mais maintenant, la CGT, qui s'abstient généralement de recommander un parti ou un mouvement, elle a exhorté les membres à rejeter les candidats d'extrême droite lors des élections et donc aussi à soutenir le Front populaire. Voilà, la CGT appelle à son tour à un Front populaire, c'était le 10 juin, juste après la dissolution. Et il est toujours intéressant de rappeler pour qui votent les gens que ce syndicat est censé représenter. La Confédération Générale des Travailleurs, les ouvriers votent aux élections européennes, en tout cas, à 52% pour le RN, les employés, 41%. Si on fait l'addition là, des candidats qui se sont présentés et qui sont dans le Front populaire, on a ici, par exemple, chez les ouvriers, 7% pour LFI, 4% pour ELV et 9% pour Glucksmann, ce qui est assez inquiétant quand même. C'est pas une surprise concernant la CGT, non, ça c'est sûr. Déjà, ils avaient pris du retard au moment où il y avait eu les Gilets jaunes. Ils ont mis 3 semaines, 1 mois à comprendre qu'il y avait une révolte des gens qu'ils sont censés défendre. Et ils avaient commencé par les traités d'extrême droite ou je sais pas quoi. Enfin, bref, la CGT quoi. Alors maintenant qu'on a vu un peu la tambouille entre les partis pour constituer ce front, se partager les postes, etc., on va voir qui est candidat. Et il y a certaines candidatures qui posaient des problèmes. Par exemple, Julien Bayou. Ça posait un problème à Sandrine Rousseau. Le cas d'Adrien Quatennens, qui est un cas individuel dans une aventure collective, mais je vous ai entendu sur un plateau hier dire que, d'après vous, il ne pouvait pas porter les couleurs d'une bannière commune, donc c'est un front populaire qui se fait aussi au prix de quelques soustractions. Alors j'ai dit qu'il fallait qu'on en discute. Maintenant, je pense condamné pour violence conjugale. Non, mais je pense que surtout, on va gérer chacun dans nos partis les problèmes. Là, j'ai vu que, par exemple, Julien Bayou s'était autodéclaré candidat. Je pense que ce soir, il y a une réunion du bureau, du bureau exécutif départemental pour savoir la position d'Europe Écologie Les Verts là-dessus. Moi, je ne souhaite pas qu'il puisse avoir l'investiture. En plus, il est démissionnaire. Et donc voilà, je vais régler les choses dans mon jardin et j'espère que cela donnera beaucoup de force à d'autres pour avancer sur d'autres thèmes. Chacun des partis va pouvoir investir ses propres candidats et ça peut gêner ceux qui sont dans le Front populaire. Vous allez voir qu'il y a des petits soucis. Donc la question lui est posée sur Quatennens, elle répond sur Bayou qui est dans son parti. Il dit nous on va s'occuper de notre jardin puis on verra après. Donc effectivement Quatennens a finalement été évincé. Bayou aussi je crois. Mais la LFI a décidé de donner l'investiture à un mec qui est encore pire, qui s'appelle Raphaël Arnaud, qui est un antifa connu pour violence, menaces, etc. Et qui expliquait à Alice Cordier qu'il voulait lui foutre une balle dans la tête. Bouffonne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et Némésis nous fait le soutien. Je soutiens certaines de leurs idées. Voilà, et l'action française et tout, nickel quoi. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui sortent de ces organisations, donc ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes. C'est ça ah ouais votre problème. C'est ça votre problème. Bouffonne de racisme. Bouffonne. On n'aura pas Quatennens, mais on aura Arnaud. Un favori de Mélenchon en terrain miné est toujours avide. Donc Mélenchon, toujours avide de nouveaux talents, a jeté son dévolu sur Arnaud pour contrecarrer le Rassemblement national dans le sud de la France. Mais voilà, le Parti socialiste ne l'entend pas de cette oreille et a même déposé un recours pour expédier ce brillant représentant de la non-violence politique de retour à Lyon. Donc un personnage tout à fait sympathique qui, effectivement, a plusieurs fiches S à son nom. Et le Parti socialiste va présenter un candidat contre lui. Je trouve que c'est pas moral, c'est pas éthique, ça devrait pas être possible, même au niveau de la loi, de pouvoir être candidat alors qu'on est fiché S, estime pour sa part Denise. Résultat, un candidat est soutenu par des élus socialistes locaux qui va se présenter face à Raphaël Arnaud, une division qui agace André, électeur de gauche. Oh, c'est pas mal, hein, mais on a l'habitude. Oh, ils font partie quand même du même nouveau Front populaire, oh, c'est terrible. Voilà, les gens votent pour des étiquettes, alors que des fois, t'as des types qui sont effectivement des gros tarés ou des raclures. C'est le bordel en fait, parce qu'il faut s'arranger extrêmement rapidement, donc à la fois pour faire l'union, distribuer les postes, donner les postes ensuite aux bonnes personnes, et puis alors après quand il s'agit du programme, vous verrez que ça a été une sacrée tambouille. Donc là c'est la tambouille aussi des personnages, et il y en a qui essayent de se glisser dans l'affaire, donc on a vu que Julien Bayou s'était auto-déclaré candidat, il y en a pour qui ça marche, et vous avez ce type, donc là c'est sorti aujourd'hui, ça 20 juin, Ismaël Boudjekada, candidat législatif pour la 9e circonscription des étrangers. Il a été présenté à tort aujourd'hui sur Sud Radio comme un candidat du Front populaire. Je ne vais pas vous passer les 4 minutes 19, mais il explique effectivement que l'homosexualité n'est pas dans l'ordre naturel des choses, qu'en islam c'est un péché. Alors heureusement ça peut être pardonné, tout va bien.
Bref, donc c'est 4 minutes de dinguerie autour de l'islam, donc pas vraiment le candidat pour une république laïque, hein, n'est-ce pas? Et ce type se présente, vous l'avez ici, candidat soutenant le Front populaire. Sur ses affiches, il se présente comme ça. Il n'est pas soutenu par le Front populaire, hein, il soutient le Front populaire. Sur un malentendu, ça peut passer, surtout auprès des Français de l'étranger. Donc tout ça, je ne sais pas si ça va finir au tribunal ou pas, mais en tout cas, en 2-3 semaines, il va falloir que les gens puissent faire la part des choses. Ça crée des dissensions. Alors là, par contre, on a le même cas autour de l'homophobie, sauf que cette fois, c'est une vraie candidate de la LFI. Est-ce que vous avez vu les propos d'une des candidates qui a reçu l'investiture du Front populaire, Amal Bentoussi? Elle est candidate LFI Front populaire dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Elle est également fondatrice du collectif, je cite, « Urgence, notre police assassine ». Et elle dit refuser de se positionner dans des échanges qui ont eu lieu sur le site de Urgence, notre police assassine. Elle dit refuser, je cite, de se positionner sur l'homosexualité d'une manière ou d'une autre. Elle ajoute « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». Je découvre ces propos que je trouve aberrants. En fait, la question n'est pas de savoir ce qu'un croyant ou un non-croyant pense. La question, c'est de savoir si tout le monde peut vivre selon ses propres désirs, sa propre sexualité. Et évidemment, il n'y a à aucun moment l'intention chez qui que ce soit de revenir là-dessus. Nous sommes le Front populaire, c'est au contraire le front des libertés. Et des libertés absolues. C'est-à-dire que personne ne peut... Moi, je suis un laïc convaincu et personne ne me fera jamais dévier de ma route. Je n'imposerai à quiconque sa façon de penser. Si les gens veulent croire, ils croient. S'ils ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Et nous devons toutes et tous vivre ensemble. Il est en train de soutenir le Front populaire qui donne de la force à des candidats qui considèrent qu'on ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. Donc celle qui a dit ça, c'est Amal Bentoussi, apparemment. Voilà, candidat Front populaire, soutenu donc par Olivier Faure. Alors il y a ensuite le collectif Urgence, notre police assassine, dont elle est membre, et qui affiche sur sa page Facebook, c'est quand même F2 Souche qui le relève, elle affiche la photo de Bilal Nzoabonayo, un islamiste pro-Daesh qui avait agressé des policiers au cri de Allahu Akbar. C'était en 2013 ou 2014, je crois, il y avait eu une attaque au couteau dans un commissariat, et le type s'était fait abattre par la police. Apparemment, il est victime de violences policières, il y avait vraiment rien à dire sur ce personnage. Voilà, donc on a une personne qui défend un terroriste islamiste, il n'y a pas d'autre mot, et tout ça forme le Front populaire, tout ça est sous la même étiquette. Vous voyez un peu les dissensions qu'il peut y avoir autour des candidats. Il y en a d'autres après, hein, autour du Parti socialiste notamment, ça va être drôle. Donc effectivement, il y a un petit problème de racisme du côté de la LFI. Aman Mansouri, une ancienne LR qui est maintenant dans le Rassemblement des droites, candidate à ces législatives. Pendant que la gauche m'insulte sur mes origines, je préfère me battre aux côtés des vrais universalistes patriotes, arabes de service, beurette, sale serpillière. Donc elle reçoit un tomberon d'insultes parce qu'elle est candidate, mais pas sous la bonne étiquette, au nom bien sûr de sa couleur de peau ou de ses origines. Il faut bien endosser le rôle de l'arabe de service, etc. La République laïque de Mélenchon, les enfants, ça a quand même un peu cette gueule ces temps-ci. Donc on se demande finalement si le racisme, il y a plus de problèmes de racisme du côté de l'extrême gauche maintenant que du côté de l'extrême droite. Ouais, on verra d'ailleurs que certaines personnes en ont pris acte. Dernière évolution aussi, pareil avec Sandrine Rousseau qui a été à une manifestation hier dans le cadre de cette affaire, de ce fait divers où une jeune fille de 12 ans s'est fait violer en raison de ses origines, de sa religion juive. Et Sandrine Rousseau s'était rendue à cette manifestation. Interpellation, comment pouvez-vous être avec les gens de LFI? Comment pouvez-vous être avec des antisémites, en fait, le sous-entendu? Et Sandrine Rousseau dit c'est très dur, etc. Donc elle passe pour quelqu'un qui tolère l'antisémitisme à partir du moment où on peut obtenir des postes. Et donc elle s'en est expliquée aujourd'hui. On va voir un peu le contexte qui va être rappelé par la journaliste. Non mais je résume peut-être pour nos téléspectateurs ce qui s'est passé. Vous étiez effectivement à ce rassemblement de soutien pour cet enfant et à la question de quelqu'un qui vous aurait dit c'est pas facile d'être à côté des insoumis, sous-entendu ce sont des antisémites, vous auriez répondu oui effectivement c'est très dur d'être avec eux. Mais j'ai failli être virée de cette manifestation. On m'a accusée d'être responsable du viol de cet enfant. Vous imaginez, vu mes combats, ce que c'est. Donc oui c'est dur, cette campagne elle est dure. Oui cette campagne elle est dure. Maintenant si j'avais... que ce soit très clair, je n'aurais jamais fait alliance
avec des personnes dont je soupçonne qu'elles puissent être antisémites de manière structurelle. Ça n'est pas possible. Le de manière structurelle qui est rajouté, c'est drôle. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme c'est résiduel en France... Oui, c'est une erreur et je l'ai dit. Maintenant, il n'y a pas d'antisémitisme structurel dans le Front populaire. Il n'y a pas d'antisémitisme politique dans le Front populaire. Et essayer de mettre des coins comme cela... Alors effectivement, il n'y a pas d'antisémitisme structurel ou systémique ou politique dans le programme. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas toujours le cul propre quand même parmi les candidats et parmi les soutiens d'ailleurs. Mais bon. Donc c'est à tel point qu'il y a carrément Serge Klarsfeld, avocat rescapé bien connu de la Shoah, qui traite tout le monde d'antisémite depuis des années, qui dit si j'ai le choix entre le FI et le RN, je voterai sans hésitation pour le RN. Je vous laisse écouter, mais en gros c'est surtout la question d'Israël. Hein. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national parce que ma vie, c'est l'axe de ma vie, c'est la défense de la mémoire juive, la défense des Juifs persécutés, la défense d'Israël, et que je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise, avec des relents antisémites et un violent antisionisme, et puis donc un Rassemblement national qui a fait sa mue. Voilà, le Rassemblement national contient beaucoup moins d'antisémitisme maintenant que l'extrême gauche, la France insoumise, pour Serge Klarsfeld. Le fils a dit d'ailleurs la même chose, et d'autres encore. Coup dur pour les gauchistes qui, effectivement, ont changé de couleur de cheveux et sont passés de Che Guevara à Ben Laden. Ça m'a fait marrer. Donc, ouais. Alors bon, Klarsfeld, évidemment, c'est un grand soutien de l'État d'Israël, et tous ceux qui critiquent Israël sont forcément des antisémites, hein, c'est bien connu. C'est un peu le problème de la campagne de l'AFI, qui a fait une grande campagne sur Gaza. Et effectivement, il y a des gros problèmes à Gaza, pour ne pas dire un léger génocide qu'il convient tout à fait de dénoncer. Je suis tout à fait pour les actions de la France insoumise autour de la dénonciation du génocide, le fait d'avoir agité les drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, tout ça c'était très bien. Après, il y a certaines personnes orientées France insoumise qui sont autour de ce parti, qui par contre vont un peu au-delà de la critique d'Israël ou de la critique de la politique depuis le 7 octobre, et qui sont pour une éradication complète du pays, qui à mon avis n'est pas une politique réaliste, mais bon, ce sera pas le sujet du jour. En tout cas, c'est un sacré revirement de voir que la gauche, qui habituellement est antiraciste jusqu'aux ongles, même Serge Klarsfeld dit non, là c'est trop, on va voter pour les nazis. Ils sont moins racistes. Alors, au-delà de quelques noms plus ou moins bizarres, où on voit que l'extrême gauche, à force de vouloir faire la convergence des luttes, à lutter contre l'islamophobie, il faut tout tolérer, finalement ils ont laissé rentrer dans la bergerie quelques loups qui se trouvent ne pas être très inclusifs avec les homophobes, avec les homosexuels, pardon, avec les juifs et compagnie, et ça finit par leur péter à la gueule. Alors, autre truc rigolo, ça a été la purge. Au moment de la révélation des investitures le dimanche, il y en a quelques-uns, parmi les candidats de la France insoumise sortants, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas investis du Front populaire, comme Daniel Simonet, Garrido, Corbière, Andric Davy, Autain aussi, et puis je crois Ruffin, qui n'a pas eu l'investiture, il me semble qu'il l'avait eu lui. Mais il a fait tout un texte pour se plaindre, tandis que Mélenchon le critiquait comme voulant être calife à la place du calife, comme voulant être candidat à la présidentielle en 2027. Mais en tout cas, Mélenchon a fait place nette. Il voulait Quatennens d'ailleurs, hein. Il voulait remettre Quatennens en rail et peut-être promouvoir Quatennens pour une présidentielle 2027 à la place d'un Ruffin qu'il dénonce comme étant un opportuniste. Ruffin, c'est le moins pire des LFistes, oui. oui, on est d'accord. Donc après la purge de LFI, une fronde de plus chez les Insoumis. Il y a quelques mois, un insoumis fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon disait en riant « Mélenchon, c'est Mao. Il lance son mouvement avec des cadres qu'il finit par désavouer en racontant que ce sont des traîtres, puis il s'entoure de jeunes, la garde rouge. » Et c'est exactement ça. Il dégage Corbière, Garrido, Simonet, tous ceux qui étaient peut-être un peu trop critiques, qui commençaient peut-être à prendre de l'indépendance, à prendre la confiance, à vouloir remplacer le vieux. Et donc, on les dégage et on va sortir machin Arnaud, là, de derrière les fagots, l'antifa de base, il n'y a pas de souci. Mais les frondeurs font de la fronde
Coup de théâtre, Alexis Corbière se réclame du Front populaire de manière mensongère pour les élections législatives. Il va être candidat donc à la place, contre Sabrina Ali Ben Ali, qui est aussi candidate cette fois officiellement du Front populaire dans la 7e circonscription de Saint-Denis. Et donc Corbière a carrément pompé. Voilà, je suis candidat Front populaire. On voit que il n'a pas repris le logo, tu vois. Mais il y a le nom. Il y a les écolos, il y a le PS, PCF, Génération, Ensemble, NPA. On voit plus la France Insoumise, hein, ça a dégagé. Il n'y a pas le logo de la FI. C'est bizarre. Les petites combines. Sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont incrustés dans cette campagne. Un certain François Hollande. Et lui, il y est arrivé. François Hollande, candidat pour la première circo de Corrèze avec le soutien du PS. Il va être étiqueté Front populaire. Kuzma rappelle que c'est lui qui avait bradé Alstom et Technip, sabordé l'hôpital, fait la loi travail contre les travailleurs. Il avait signé le TSCG, le fameux pacte budgétaire européen qui saucissonne les finances publiques et oblige la France à faire valider son budget par la Commission européenne. Mon ennemi, c'est le monde de la finance, etc. Et voilà, il est candidat sur une étiquette Front populaire qui promet de ne pas respecter le TSCG qu'il avait fait passer et signer. C'est formidable. Olivier Faure n'est décidément au courant de pas grand-chose quand même dans cette campagne. Oui, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, il y a une surprise qui est arrivée aujourd'hui. C'est la candidature de l'ancien président de la République, François Hollande, en Corrèze. Comment vous réagissez à cette candidature de l'ex-président de la République? Écoutez, je n'étais pas au courant, mais je l'apprends avec vous en même temps dans les dernières heures. Mais j'ai entendu François Hollande cette semaine à la télévision expliquer qu'il était à la fois heureux de ce qui se passait avec ce nouveau Front populaire et qu'il adhérait à son projet. Et donc toutes celles et ceux qui adhèrent à son projet et qui sont prêts à défendre ensemble les couleurs de ce nouveau front sont les bienvenus. Donc je prends acte et j'espère qu'il fera une campagne active. Voilà, donc il baisse son froc immédiatement. Flamby est candidat. Ah oui, bah d'accord, ok, très bien. Je suis pas au courant, mais c'est très bien. Le mec est secrétaire général du Parti Socialiste, il sait pas qui va être investi par son parti. Donc c'est une circonscription dans laquelle il a déjà été élu plusieurs fois de 98 à 93, puis de 97 à 2012. Et cette circo a été initialement attribuée par le PS à l'un de ses proches, le maire de Tulle, Bernard Combes. Donc le Parti national avait mis déjà Bernard Combes, l'avait investi pour le Front populaire. Et finalement, la Fédération de Corrèze a préféré la candidature de l'ancien président. Retour surprise en politique de Flamby, détesté par une partie de la gauche radicale, et ça a été acté après coup par le Parti socialiste, qui lui a accordé l'investiture, se rangeant au choix de la Fédération socialiste de Corrèze. On voit un peu ce que pèse le Parti socialiste aujourd'hui, où un mec détesté par toute la gauche peut dire oui, je me présente sous dans votre parti, sous la bannière de votre parti, voilà. Puis tu obéis, et tu fermes ta gueule, puis vous aviez déjà prévu un candidat, bah il dégage. Zou. Je prends sa place. Donc il s'incruste, il vire un candidat, il impose sa candidature, il s'approprie l'étiquette Front populaire, et à la fin, il obtient le soutien aussi de Macron. Il n'aura pas d'adversaire de la majorité présidentielle. La Macronie a annoncé ne pas investir de candidat face à Flamby pour les élections législatives anticipées. Nos candidats sont les candidats utiles contre les extrêmes pour éviter leur arrivée au pouvoir. Il y a quelques circonscriptions où on sait que ça ne sera pas nos candidats qui seront les mieux placés. Et dans ce cas, on soutient un autre candidat, a justifié Attal au micro de RTL. Petit rappel que Macron appelle les responsables de la majorité à ne pas présenter de candidats face à ceux de la gauche sociale, démocrate, écolo dès le premier tour, si ces derniers refusent de s'allier avec la LFI. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une petite taquilla de notre ami Flamby, qui sous couvert de se présenter pour le Front populaire, finalement roule pour Macron à la fin? Alors il y en a un autre qui est assez suspect, qui s'appelle Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron, qui a défendu d'ailleurs la réforme des retraites, et qui est maintenant candidat dans le nouveau Front populaire, qui veut l'abroger. Sauf que cette fois, je crois que Macron, il n'est pas tout à fait d'accord, on va voir d'ailleurs sa réaction. Monsieur le Président, une réaction peut-être à votre ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui, on l'a appris il y a quelques minutes, va rejoindre le nouveau Front populaire. Il avait notamment négocié la réforme des retraites, vous parliez de réforme. Ça montre toute sa cohérence. Mais je ne vais pas commenter les choix des uns des autres. Voilà, donc lui, par exemple, je crois qu'il n'a pas le soutien de En Marche, et d'ailleurs, En Marche, enfin Renaissance, va présenter un candidat contre lui. Aurélien Rousseau, autrefois encarté au PCF, décidément. On a vite fait de changer de veste.
Donc sans doute qu'il n'avait pas l'investiture de En Marche, où il considérait qu'En Marche ne pouvait pas lui apporter le poste avec les mêmes garanties que Front Populaire. Donc pouf, direction Front Populaire. Mais cette fois, Renaissance va présenter un candidat contre lui. Autre revenant douteux de la vie politique française, Dominique Voynet, candidate du Front Populaire aussi, dans la 2e circonscription du Doubs. Une sacrée raclure, comme on va le voir, Dominique Voynet. Ancienne ministre de la gauche plurielle, sous Jospin, on ne sera libéré que par son décès. Peu après l'annonce de l'investiture de Dominique Voynet, Éric Alauzet, actuel député de la 2e circonscription, a annoncé qu'il retirait sa candidature. Il venait d'être investi par Renaissance pour ce qui aurait été sa 4e campagne nationale. Il est député sortant de Renaissance, investi par Renaissance. On apprend que Dominique Voynet se présente, il se retire pour le Front Populaire. Tiens donc, on va voir un peu quel était le pédigré de cette Dominique Voynet qui a quand même une place en prison qui l'attend à mon avis. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les 2 seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. Voilà, cette dame a trahi la France littéralement, elle a trahi le mandat même qui était imposé par son gouvernement, de gauche pluriel, elle a sabordé le nucléaire, et elle est réinvestie, là, sur Front Populaire. Faut quand même pas exagérer, hein. Moi jamais je vote pour ces gens-là. Hein. Enfin, pour celle-là. Faites attention, elle est candidate où, celle-là? C'est la 2e circo du Doubs. Vous la dégagez, hein. C'est une horreur, cette dame. Vous vous rendez compte un peu ce qu'elle a coûté à la France. C'est scandaleux. Donc on a un certain nombre de candidats apparentés PS, dont on remarque que Renaissance semble s'accommoder déjà par avance, et retire des candidats pour leur faciliter la voie. Mais tout ça est étiqueté Front Populaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer après les élections? La même chose que dans le cas de la NUPS, éclatement de l'alliance qui n'était là que pour les élections, que pour obtenir des postes, faire voter des gens de bords extrêmement différents pour une même étiquette, et fourguer des saloperies de ce calibre. Et à la fin, tout ce petit monde va faire des groupes parlementaires dans son coin. Il n'y aura pas de groupe parlementaire Front Populaire ni NUPS. Il y aura LFI, ELV, Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, il va faire alliance avec qui, à votre avis? Il va faire alliance avec Renaissance. Donc Macron peut encore gagner son combat de la dissolution, même si, là, en apparence, il peut sembler isolé. Après, par les jeux du Parlement, il peut construire une majorité en fonction de ce qui sortira. Et il peut essayer d'obtenir une majorité en bricolant comme ça, avec des gens qui auront été élus sur une liste Front Populaire. Hein. À la fin, vous votez pour En Marche. Avec des Flambys, des Aurélien Rousseau, des Dominique Voynet et d'autres. Si vous avez un candidat PS sous votre étiquette Front Populaire et que vous voulez voter pour le Front Populaire, vous l'avez dans le cul dans votre circo. Parce qu'à la fin, tous ces gens, ils vont rejoindre En Marche. Ce n'est pas pour rien si le banquier d'affaires et patron de presse Mathieu Pigasse appelle à voter Front Populaire. Donc le Front Populaire, ça va du NPA de Philippe Poutou à Mathieu Pigasse. Ça commence à faire large, hein, quand même. Il appelle en effet à voter Front Populaire. Il considère qu'il faut tout faire pour faire barrage au Rassemblement National. Il y a encore des mecs qui ont un train de retard, mais bon, ça c'est pas grave. Il fustige le bilan du gouvernement actuel, citant en vrac une dérive des finances publiques, un déficit budgétaire hors de contrôle, des mesures antisociales. C'est pas ce pourquoi il a été élu, Macron, à la base, soutenu et élu par des gens comme Mathieu Pigasse, ils ont toujours soutenu Macron. Ils ont soutenu son programme, ils ont dit que c'était très bien. Ils arrivent 7 ans plus tard, oh bah il y a une dérive des finances publiques, c'est une catastrophe, et on est face maintenant au retour de la bête immonde, et donc il faut voter
Front Populaire, c'est-à-dire pour Flamby, quoi, en gros. Parce que les candidats de la LFI, il y en a combien? Il n'y en a que 230. Tout le reste est Macron compatible. Bon, il y a le PCF aussi. La moitié du Front Populaire peut très bien demain faire une alliance avec En Marche. ELV, le Parti Socialiste, pouf, ils peuvent tous finir chez En Marche, il n'y a pas de problème. Et c'est pas pour rien si Mathieu Pigasse dit bon oui, Front Populaire, c'est très bien. Alors oui, il donne un petit peu de force à la candidature d'un Philippe Poutou qui pourrait arriver au Parlement. Il serait un du NPA, il serait forcément dans un groupe parlementaire, peut-être de la France Insoumise ou autre. Quoique, d'ailleurs, il me semble que le Parti Socialiste a présenté un candidat contre Philippe Poutou. Alors finalement, c'est Usul qui en parle le mieux de cette formidable alliance. Attention, ça sent un peu l'alcool, hein. Éloignez-vous de l'écran. Ma mère qui est de gauche prolo a peur de Jean-Luc Mélenchon. Bah c'est pas grave, c'est pas Jean-Luc Mélenchon là dans l'alliance. Dis-leur que c'est que tout va bien, il y a Hollande, il y a le PS, il y a Aurélien Rousseau. Le PS est revenu en force. Putain, ce qu'il faut pas faire. Embrouillez tout le monde, c'est pas grave, cédez du terrain. L'idée c'est qu'on gagne, voilà. L'idée c'est qu'on gagne. Ouais, l'idée c'est qu'on gagne. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'un programme? Est-ce qu'il parle... Il parle même pas d'une étiquette. Ils sont tellement divisés dans ce truc, ça n'a plus aucun sens. Même lui, il n'y croit pas. L'idée, c'est qu'on gagne de quoi? Sur quel programme? Il n'y a rien à gagner en plus. Le Front Populaire a très peu de chances d'avoir la majorité, donc il ne risque pas d'être Premier ministre, ni d'appliquer un quelconque programme. Mais quand bien même, imaginons, le Front Populaire fonctionne, il reste uni, il vote pour un Premier ministre avec un programme commun. Qu'est-ce qui se passe? La présidence, c'est Macron, le Sénat, c'est majoritairement LR, le Conseil constitutionnel est aux ordres de Macron, a été nommé par des macronistes et tout, enfin tu as Fabius, faut pas croire qu'il va y avoir une politique de rupture validée par le Conseil constitutionnel, hein, faut pas trop rêver. Et puis au-dessus, tu as encore toutes les instances européennes, et d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer que, en ce contexte d'élection législative, la Commission a jugé bon de menacer la France, de la mettre sous tutelle pour déficit excessif. Donc si c'est pas le bon parti qui sort, la France sera mise sous tutelle. Ben allez, l'important c'est qu'on gagne, on en a rien à foutre. Usul, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout que l'audiovisuel public reste public. D'ailleurs, on en reparlera en parlant du programme du renoncement national. Il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2 ans, il y avait eu une émission sur Blast, présentée par Salomé Saké, où il y avait Usul, il y avait aussi François Boulot. J'ai essayé de la retrouver, j'ai pas pu remettre la main dessus. Et il y a un passage où on entend Usul expliquer qu'il faudrait créer un poste qui lui reviendrait, qu'il serait ravi d'occuper, un poste chez France Télévisions en tant que responsable de la diversité. Voilà, responsable wokiste, c'est ça qu'il voulait faire dans l'audiovisuel public. Faire le petit chef et casser les couilles aux gens. L'important, c'est qu'on gagne pour que, comme ça, s'il y a une majorité d'extrême gauche, peut-être que je vais pouvoir obtenir des postes dans l'audiovisuel public, ce sera super. Génial. Ça ne renvoie à rien de concret. C'est le problème aussi de cette gauche qui se bat pour des étiquettes. On va faire gagner la gauche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'expression. Faut faire gagner la gauche. Pourquoi? Sur quel programme? Avec François Hollande? Avec Dominique Voynet? Pour des trucs antinucléaires? On va aller voir le programme, c'est n'importe quoi. Hein. Mais bon, il faut faire gagner la gauche. Donc voilà, le Front Populaire est une alliance de circonstances, totalement électoraliste. L'un des principaux mérites va peut-être être de concasser le centre, d'exclure le centre du jeu politique. On va voir ça dans un moment, justement, dans le prochain sujet. Mais c'est juste une alliance pour les postes. C'est le Front Soupe Populaire, où tout le monde se rassemble, cette gauche éclatée, pour essayer d'obtenir des postes. Et donc ça va de Philippe Poutou à Mathieu Pigasse, d'Aurélien Rousseau à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un problème. Tout ça va finir en queue de poisson. Il y en a même qui disent que ça tiendra pas jusqu'à la fin des élections. Et d'ailleurs, ils se chamaillent déjà, hein, avec le Parti Socialiste qui se présente contre Poutou, avec... pareil, Arnaud, il y a une candidature dissidente. Corbière se présente contre le Front Populaire. Donc tout ça vole un petit peu en éclats à droite à gauche. Pour l'instant, globalement, ça va tenir jusqu'aux élections. Mais je serais vraiment pas étonné de voir que une moitié de ce Front Populaire se retrouve à être Macron compatible, et finalement des gens qui auront voulu voter à gauche contre Macron avec cette étiquette Front Populaire finiront par avoir des gens, des élus, qui seront dans la majorité présidentielle. Voilà, quelle surprise. Donc voilà, faites gaffe quand même, et méfiez-vous de cette étiquette Front Populaire qui masque des produits de qualité variable. Votez plutôt pour les candidats et pas trop pour les étiquettes, hein, parce que franchement, voter Hollande pour le changement, il y a un moment où on n'est plus en 2012, quoi. Merci à tous d'être passés. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos directs. Abonnez-vous,
soutenez la chaîne sur Tipeee, soutenez nos merveilleux artisans sur zoneartisanale.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour toujours plus de singerie, parce que là, il nous reste 2 semaines. On va encore bien rigoler. À bientôt.